Le soleil pointe à l'horizon et les toucans annoncent un nouveau réveil. Les aras remplissent le ciel de couleurs. Au sommet des arbres, les singes hurleurs chantent leur mélodie. Pendant ce temps, les capybaras prennent un bain. C'est l'Amazonie, un paradis pour la faune et la flore au cœur de l'Amérique du Sud sauvage. Ici, la vie jaillit même sous les pierres. Mère Nature n'a jamais été aussi généreuse. L'Amazonie est un Éden vert, où les rivières, telles des veines, transportent la vie dans tous les coins. La nature généreuse offre un banquet infini de fruits exotiques à tous ses habitants. Et, sous le chaud soleil des tropiques, la jungle devient une scène où la vie s'épanouit au mieux. Mais ce qui semblait être un rêve pour la vie animale se transforme en quelques secondes en cauchemar. Les singes courent en panique à travers la cime des arbres. Les capybaras sautent de terreur dans les eaux sombres, et les oiseaux se réfugient dans le ciel. Aucune créature ne peut échapper au roi de la jungle amazonienne. Le jaguar, indompté, fait son apparition, et avec lui, les malheureuses proies voient leur fin imminente. Au cœur d'une jungle dense, ce félin est un monarque tout-puissant qui dirige la chaîne alimentaire d'une main de fer. En un clin d'œil, il surgit de nulle part et se transforme en la mort elle-même. Il s'agit de la forêt amazonienne. Un endroit où la faune est implacable et où, dans chaque coin, il y a une bataille pour la survie. Dans cet écosystème vierge, alors que les ressources sont illimitées, les prédateurs sont nombreux. Il en résulte un équilibre parfait entre la vie et la mort. À l'apparition du jaguar, les proies s'enfuient pour sauver leur vie dans les eaux sombres, mais en Amazonie, il n'y a pas d'endroit sûr. Si le jaguar est le roi de la jungle amazonienne, le caïman est le dictateur des rivières. Des puissants affluents de l'Amazone émerge le caïman noir géant, à la morsure mortelle, prêt à tout dévorer sur son passage. Ce qui, il y a quelques secondes encore, ressemblait à une bûche dans l'eau se transforme en un reptile vicieux à la morsure mortelle. Même les sombres marécages ne sont pas un refuge imprenable. Solitaire, rampant dans la végétation dense comme un fantôme, l'anaconda est un autre des bourreaux qui terrorisent le reste des espèces animales de l'Amazonie. Lorsque la survie est en jeu, pour ces grands prédateurs, c'est tuer ou être tué. Face à cette abondance, l'Amazonie abrite plus de 5000 espèces animales, dont 427 espèces de mammifères, 1300 espèces d'oiseaux, 378 reptiles, 400 amphibiens et environ 3000 poissons d'eau douce. En présence d'une telle variété d'animaux, la biodiversité est abyssale. En Amazonie, les oiseaux nagent, les poissons volent et même les singes se prennent pour des araignées. Au cœur de la forêt amazonienne, où les arbres constituaient la ressource la plus abondante, des singes araignées ont décidé d'en faire leur moyen de transport. Vivant en groupe pouvant aller jusqu'à 30, les singes araignées sont l'un des habitants les plus chanceux de la forêt amazonienne. Avec des kilomètres et des kilomètres d'arbres luxuriants couverts de fruits succulents, dès que le soleil pointe à l'horizon, ces primates s'activent à la recherche de nourriture, parcourant jusqu'à 18 km par jour. Les singes araignées n'ont pas du tout l'air effrayant, mais ils sont très utiles pour leur vie quotidienne dans les régions sauvages de l'Amazonie. Mesurant jusqu'à 90 cm et ne pesant pas plus de 10 kg, ces primates sont idéalement construits pour passer toute la journée à se déplacer dans la végétation dense. Bien qu'ils aient l'air très sûrs d'eux lorsqu'ils sautent entre les branches d'un arbre, la vérité est que ces singes n'ont pas de pouce et qu'ils doivent s'accrocher à l'aide de leurs 4 orteils. Les singes araignées compensent l'absence de ce qui serait un pouce très utile par rien de moins qu'une longue queue préhensile pouvant atteindre 92 cm.
C'est la combinaison de cette longue queue allongée et de leurs membres déjà longs qui donne aux singes araignées leur nom particulier. Quand on est un singe araignée agile et que l'immensité de l'Amazonie est à sa portée, on ne perd pas l'occasion de goûter aux nombreux délices que les forêts tropicales fertiles ont à offrir. L'abondante forêt amazonienne offrant une grande diversité de fruits, de graines, de feuilles, de fleurs et de pousses, ces primates sont plus qu'assurés d'avoir 3 repas par jour. Après avoir trouvé un avocat savoureux ou une papaye juteuse, les singes araignées se suspendent généralement à une branche d'arbre avec leur seule queue, à environ 20 mètres du sol, et savourent placidement leur festin tropical. Bien sûr, même si Mère Nature est amplement généreuse avec ses offres gastronomiques de fruits et d'herbes, lorsqu'un petit invertébré ou un insecte se trouve sur son chemin, qui pourrait résister à un encas aussi succulent et riche en protéines ? Curieusement, même les araignées ne sont pas épargnées par le régime alimentaire plus que varié des singes qui portent leur nom. En matière d'alimentation, vivre dans l'un des écosystèmes les plus riches de la planète présente des avantages. L'estomac bien rempli, les singes araignées peuvent concentrer leur attention ailleurs. Vivant dans un paradis où la vie s'épanouit partout et où la nourriture est abondante, ces primates n'ont pas à réfléchir à 2 fois avant d'apporter une nouvelle vie au troupeau. Fait assez particulier, ce sont les femelles qui, une fois la maturité sexuelle atteinte, quittent leur groupe pour rejoindre une autre troupe, tandis que les mâles restent dans le troupeau d'origine. Ce sont les nouveaux membres du troupeau qui choisissent leur partenaire. L'acte d'accouplement commence généralement par un rapide reniflement des organes génitaux du partenaire, après quoi les singes commencent à devenir romantiques. En ce qui concerne les organes génitaux, chez les singes araignées, les femelles peuvent avoir un clitoris si développé qu'il dépasse souvent la taille de l'organe mâle. Après la copulation, elle entame une période de gestation qui peut durer jusqu'à 232 jours. Après cette période, le miracle de la vie naîtra sous la forme d'une petite progéniture. Pour la mère, le travail ne s'arrêtera pas après avoir porté le petit dans son ventre pendant tout ce temps. Pendant les 4 mois suivants, elle devra s'occuper de son bébé, l'allaiter, lui apprendre à trouver de la nourriture et le protéger des nombreux prédateurs qui seraient ravis de savourer la chair tendre d'un petit singe araignée. Dans un quartier où les aigles planent dans le ciel, où les serpents se cachent dans les branches, où les ocelots et les jaguars n'attendent qu'une petite incartade, il vaut mieux que le veau ne s'éloigne pas du groupe. Lorsqu'une meute de singes araignées détecte un danger, elle a plus d'un tour dans son sac. Avec leur vaste répertoire de vocalisation, après avoir cherché à imiter d'autres espèces, ils ont toujours la possibilité d'émettre un aboiement fort, semblable à celui d'un chien. Si l'intrus ne cède pas à ses sombres intentions d'intégrer l'un des primates à son régime alimentaire, ils peuvent se montrer un peu plus créatifs en jetant des branches d'arbres, voire de l'urine et des excréments. Tout comme la majestueuse Amazonie abrite des primates qui aboient et se prennent pour des araignées, l'aninga, ou oiseau-serpent, est une autre espèce qui présente un conflit de personnalité évident. L'aninga a la particularité de nager avec tout son corps immergé sous l'eau, ne laissant que son long cou au-dessus de la surface, ce qui lui a valu le surnom troublant d'oiseau-serpent. Alors que cet oiseau profite placidement des eaux rafraîchissantes des affluents du fleuve Amazone, tous ceux qui l'aperçoivent depuis la surface pensent qu'il s'agit d'un serpent sauvage qui attend de lancer son attaque. Si les petits rongeurs sont soulagés qu'il ne s'agisse pas d'un serpent féroce, la myriade de poissons qui peuplent les eaux de l'Amazone n'est pas aussi heureuse. L'aninga est une pêcheuse prodigieuse, capable d'attraper tous les poissons qui croisent son chemin avec son bec acéré. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau ressemblant à un serpent, l'aninga est presque un poisson lorsqu'il s'agit de nager. Grâce à ses pattes palmées, ses os denses et ses plumes perméables, cet oiseau est passé maître dans l'art de la chasse sous-marine. Pour assurer sa subsistance quotidienne, l'oiseau serpent traque les poissons en se cachant dans la végétation dense de la rivière. Lorsqu'il a jeté son dévolu sur une proie potentielle, il entame la poursuite,
au cours de laquelle l'Aninga finira tôt ou tard par poignarder l'innocent poisson avec son bec acéré et très dangereux. Après avoir attrapé quelque chose, l'oiseau porte son trophée encore enfoncé dans son bec jusqu'à la surface. D'un mouvement rapide et très précis de la tête vers l'arrière, l'oiseau arrache le bec de sa proie, la projette en l'air et, d'un coup sec, directement dans sa bouche. Bien que l'essentiel du régime alimentaire de l'oiseau soit constitué de petits poissons, vivant dans l'abondante Amazonie, il ne doit pas se limiter à ceci et varie un peu son menu avec des crustacés, des amphibiens, des insectes aquatiques et même des serpents. Car oui, en Amazonie, l'oiseau serpent mange aussi des serpents. Après une journée de pêche fructueuse, l'oiseau se repose généralement les ailes ouvertes pour se prélasser au soleil. Son plumage étant perméable à l'eau, l'Aninga a besoin d'effectuer ce rituel pour bien se sécher, afin de pouvoir se déplacer sur terre ou prendre son envol. Les bains de soleil qu'ils prennent sur les arbres près de la rivière sont essentiels pour maintenir leur température corporelle. Après quelques plongées de recherche de nourriture, même dans le climat chaud de l'Amazonie, l'Aninga peut perdre de la chaleur assez rapidement, mais rien qu'un bain de soleil de quelques heures au bord de la rivière ne puisse résoudre. Sans cette halte technique pour sécher ses plumes, il lui est quelque peu difficile de voler car son corps devient lourd et peu aérodynamique. Si l'Aninga détecte un danger potentiel, tel qu'un ocelot ou un oiseau de proie, il bat vigoureusement de ses ailes mouillées tout en bougeant ses pattes, ce qui simule l'effet de la marche sur l'eau. Après un repos réconfortant et bien mérité sous le soleil radieux de l'Amazonie, l'oiseau est prêt à éblouir par son vol majestueux. Dans les airs, l'Aninga ressemble à une croix, car il plane avec ses ailes complètement étendues, regardant l'infini de la forêt amazonienne à l'horizon. De même que l'Aninga sème la terreur parmi les milliers d'espèces de poissons qui peuplent les marais, lorsque le roi de la forêt amazonienne fait son apparition, la tension est à son comble. Se faufilant dans la végétation, d'un pas lent et d'un regard froid, le jaguar est le seigneur et maître absolu de l'Amazonie. D'une constitution robuste, pesant jusqu'à 100 kg et mesurant 1,80 m de long, ce félin est un tueur sauvage colossal qui règne d'une main de fer sur chaque parcelle de la jungle amazonienne. Sa fourrure brun-jaune avec des rosettes noires lui confère un camouflage parfait pour disparaître dans l'épaisse végétation de l'Amazonie. En quelques secondes, comme un gigantesque félin surgit de nulle part, il disparaît sans laisser de traces, si ce n'est les conséquences de son appétit vorace. Capable de dévorer jusqu'à 23 kilos de viande en un seul repas, aucune proie n'est hors de portée de ce félin, du moins dans l'immensité de l'Amazonie. Lorsque le jaguar part en chasse, la meilleure chose à faire pour les autres espèces est de fuir. Bien qu'il s'agisse d'un félin sauvage doté de griffes rétractables acérées et d'une des morsures les plus puissantes de tout le règne animal, la meilleure qualité du jaguar pour acheminer la nourriture jusqu'à sa table est sa furtivité. Caché, sans donner le moindre signe de sa présence, le jaguar guette sa proie, attendant le moment idéal pour frapper. Au moment où il s'y attend le moins, le félin, d'un bond impressionnant pouvant atteindre 6 mètres de long, tombe directement sur sa proie, s'y accrochant avec ses griffes acérées comme des rasoirs. Alors que les autres félins visent le cou de leur proie, le jaguar ne joue pas le jeu et préfère diriger sa féroce morsure directement sur la tête de ses victimes. Sa puissante mâchoire, d'une force de plus de 700 newtons, est capable de briser le crâne de ses proies en une seule morsure et de les assommer. La jungle amazonienne dense ne se prétend guère aux grandes poursuites. Ce majestueux félin considère les embuscades comme sa meilleure stratégie pour se mettre quelque chose dans l'estomac. Lorsque le jaguar veut satisfaire son appétit, aucune des espèces animales de l'Amazonie n'est à l'abri. Grâce à sa force incroyable, le roi de la forêt amazonienne est capable de chasser des proies jusqu'à 3 fois plus grandes que lui, et ce sans la moindre difficulté. Des espèces comme les capybaras, les tapirs, les tortues, les tatous, les pécaris, les iguanes et même les caïmans sont les malheureux qui se retrouvent souvent dans le collimateur du sauvage jaguar.
Même les troupeaux de singes araignées ne sont pas en sécurité à la cime des arbres, à plus de 20 mètres du sol, car, précisant que ses griffes ne sont pas décoratives, le jaguar est un prodigieux grimpeur qui utilisera ce don pour atteindre sa nourriture. Sachant qu'il n'est pas possible de se cacher dans les arbres, certains tentent de rejoindre les eaux, où ils pensent à tort être hors de portée de la morsure du jaguar sauvage. Mais, à la poursuite d'une proie, ce félin géant n'hésite pas une seconde à plonger pour s'emparer de ce qui lui appartient. Excellent nageur, il est même capable de chasser le poisson en plongeant pendant de courtes périodes. Pour conserver sa réputation de prédateur le plus sanguinaire d'Amazonie, le jaguar est extrêmement jaloux de son domaine et ne laissera pas un autre félin envahir son territoire sans en subir les conséquences. Un seul mâle adulte peut dominer de vastes zones allant jusqu'à 80 km², où il bénéficiera de l'abondance des proies et des femelles qui y pénètrent avec l'intention de s'accoupler. Lorsqu'un mâle étranger tente d'envahir le domaine d'un autre, il est averti par des signes tels que des griffures sur les arbres et des monticules de fesses. Si l'envahisseur ne décide pas de faire demi-tour, il émet un dernier avertissement sous la forme d'un rugissement puissant qui résonne dans les bois épais, annonçant que la paix n'est plus une option. Comme les félins peuvent être gravement blessés au cours de ces combats, la raison l'emporte souvent, et les intrus choisissent de faire demi-tour, renonçant ainsi à étendre leur domaine. Un autre moment où toute l'Amazonie retient son souffle est celui où le jaguar croise le chemin de l'imposante anaconda. Dans ces affrontements, les félins, grâce à leur puissante morsure, broient les os du serpent. Cependant, un anaconda colossal est un rival plus que digne du roi de l'Amazonie, et, à de nombreuses reprises, ce sont les félins qui finissent par mourir, étouffés. C'est une dure leçon qui montre qu'en Amazonie, personne n'est à l'abri de devenir une proie. Du domaine hostile du jaguar sauvage, revenons à la canopée infinie, où les cimes des arbres s'étendent à perte de vue. Ici, l'Amazonie montrant un visage bien plus amical que celui d'un félin sauvage exerçant son pouvoir, les oiseaux se rassemblent pour se régaler des fruits du climat tropical. Au milieu de ce festival de la vie sauvage, aucune espèce ne se distingue plus que les toucans colorés. Avec un long bec qui peut être aussi grand que leur corps et une large gamme de couleurs, les toucans sont l'un des oiseaux les plus reconnaissables de l'Amazonie. Vivant en bandes pouvant compter jusqu'à 20 oiseaux, ces oiseaux annoncent chaque jour, lorsque le soleil se lève à l'est, le début d'une nouvelle journée de vie sauvage dans la forêt tropicale amazonienne. Les toucans sont ces voisins bruyants que personne ne souhaite avoir le dimanche matin, car leur large répertoire de vocalisation les rend vraiment bruyants. Ils grognent, ronflent, aboient, crient et même pépient. Contrairement aux jaguars, la furtivité et la discrétion ne sont pas à l'ordre du jour des toucans bruyants. À voir le long bec de ces oiseaux, qui peut atteindre 20 cm, on pourrait croire que les toucans sont des prodiges de l'ingénierie qui s'en servent pour percer les arbres et construire leurs nids douillets, mais il n'en est rien. Les toucans préfèrent que d'autres oiseaux fassent le dur travail de construction d'un nid confortable, et, lorsqu'il est abandonné, ils viennent occuper cet espace sans frais. Les pics sont généralement les entrepreneurs qui, sans le savoir, fournissent une maison confortable aux toucans. Mère Nature est extrêmement généreuse avec ses oiseaux à bec coloré, non seulement en les hébergeant gratuitement, mais aussi en les plaçant dans l'un des écosystèmes les plus riches de la planète, où l'offre de fruits, de baies et de graines est presque illimitée. Lorsqu'il s'agit de manger, ces oiseaux tirent le meilleur parti possible de leur bec fonctionnel. Il leur permet de cueillir les fruits des arbres, de les tenir et même de les éplucher. Bien qu'il soit essentiellement frugivore et qu'il ait à sa disposition tous les fruits de la forêt amazonienne, lorsqu'un toucan rencontre un lézard imprudent ou des insectes,
il ne peut s'empêcher de laisser libre cours à ses instincts de prédateur et finit par dévorer les malheureuses créatures. Après une longue journée passée à dévorer de délicieux fruits tropicaux et des insectes occasionnels, ces oiseaux sont épuisés. Parfois, le climat chaud de l'Amazonie peut devenir un peu trop chaud pour être confortable. Dans ce cas, les toucans n'ont aucun mal à réguler leur température car, grâce à leur long bec, ils peuvent émettre de la chaleur et ainsi refroidir leur corps. Rassasiés et l'estomac plein, ces oiseaux font souvent de courtes promenades très près de la cime des arbres. Comme ils passent la majeure partie de leur journée perchés dans les branches de la canopée, leurs capacités de vol sont quelque peu limitées. Si certains attribuent leur faible capacité de vol à leur énorme bec, la vérité est qu'il est constitué d'os spongieux à l'intérieur, ce qui le rend assez léger par rapport à leur taille. Avec l'abondance des ressources en Amazonie et la stabilité relative du troupeau, les toucans décident de devenir romantiques et d'agrandir la famille. La parade nuptiale de ces oiseaux est vraiment fascinante et variée, allant du lancer de fruits, à l'échange de petites branches et de nourriture, en passant par des rituels d'agitation du bec par le mâle pour impressionner la femelle. Tous les moyens sont bons pour trouver un partenaire. Contrairement à d'autres espèces sauvages où l'amour ne dure qu'une nuit, le couple de toucans s'engage pour toujours et reste uni jusqu'à la fin de ses jours. Après l'accouplement, la femelle et le mâle participent à l'incubation d'un maximum de 5 œufs pendant une période d'environ 15 jours. Les jeunes éclosent ensuite, donnant naissance à des poussins aveugles et dépourvus de plumes, qui auront besoin des soins de leurs parents pendant quelques semaines. Bien que les adultes aient un régime riche en fruits, les parents préféreront pour les poussins des aliments riches en protéines tels qu'une sauterelle savoureuse ou un iguane charnu. Ce régime permet aux oisillons de grandir en bonne santé et d'être en mesure de se débrouiller seuls dès que possible. Après environ 50 jours de soins parentaux, les oisillons seront prêts à quitter le nid et à découvrir la majestueuse forêt amazonienne avec leurs parents. Alors que les toucans réveillent tout le voisinage amazonien avec leurs chants dès que le soleil se lève, pour les autres habitants volants, cela signifie qu'il est temps d'aller dormir. Comme l'Amazone qui ouvre les yeux après la nuit noire, les chauves-souris appellent cela un jour et retournent dans le confort de leurs grottes, de leurs troncs et de leurs arbres feuillus. Avec le soleil tropical radieux qui illumine l'immensité de l'Amazonie, les chauves-souris n'ont pas besoin de réfléchir à 2 fois avant de chercher leur perchoir diurne. Dormant jusqu'à 20 heures par jour, même le chant bruyant des toucans ou le rugissement effrayant du jaguar ne peuvent réveiller ces dormeuses. Bien qu'ils profitent de la journée pour faire une longue sieste, ces gardiens de la nuit évitent de sortir en plein jour pour se protéger de la chaleur, car leurs ailes fines et noires absorbent très facilement le rayonnement solaire. Afin de se reposer tranquillement dans l'obscurité, les chauves-souris recherchent des endroits cachés où elles peuvent se suspendre la tête en bas et profiter d'un sommeil réparateur. Cette façon particulière de dormir est due à un mécanisme de survie qui leur permet d'éviter les prédateurs terrestres et d'être prêtes en cas de vol d'urgence, car il leur est difficile de décoller du sol. Pendant que les chauves-souris dorment confortablement, la faune et la flore de l'Amazonie continuent de vivre normalement. Les aigles harpies planent dans le ciel, les singes hurleurs font trembler la jungle et les capybaras se prélassent au soleil après une baignade relaxante. Les heures passent, le soleil commence à faire ses adieux à la forêt amazonienne et l'obscurité s'installe. Alors que le dernier rayon de soleil qui illuminait la jungle dense disparaît, les colonies de chauves-souris offrent l'un des plus grands spectacles de la vie sauvage en Amazonie. Avec plus de 160 espèces de chauves-souris vivant dans la forêt amazonienne, ces mammifères volants sont les maîtres de la nuit dans ce paradis tropical, désormais plongé dans l'obscurité. Bien entendu, après avoir passé jusqu'à 20 heures en perchoir, lorsque la nuit enveloppe les forêts tropicales, les chauves-souris ont une mission claire, se nourrir. Même la nuit,
Lorsque la plupart des espèces animales de l'Amazonie sont profondément endormies, l'offre de nourriture dépasse de loin la demande des milliers de chauves-souris qui parcourent le ciel. Dans ce riche écosystème, les fruits succulents et le nectar délicieux sont omniprésents. Cependant, après une journée entière sans nourriture, les chauves-souris chercheront quelque chose de plus substantiel pour apaiser leur appétit. C'est alors que les petits mammifères, les reptiles et les insectes tels que les moustiques, les grillons et les mouches doivent être recherchés. Grâce à leur capacité d'écholocation sophistiquée, les chauves-souris n'ont aucun mal à trouver leur prochaine victime, même au milieu de la nuit amazonienne. À l'approche de l'aube, elles doivent être rapides si elles veulent atteindre leur quota de nourriture. Une chauve-souris adulte peut manger jusqu'à 100% de son poids en insectes en une seule nuit. Parmi les diverses espèces de chauves-souris qui prennent possession de la nuit en Amazonie, certaines ont des goûts plus raffinés, et jamais mieux dit, sanguinaires. Les chauves-souris vampires se nourrissent exclusivement de sang, qu'elles obtiennent de proies telles que les chevaux, les porcs, les tapirs, et tout animal à sang chaud. Si le sang est pour elles un élixir délicieux, il n'en reste pas moins qu'il contient très peu de nutriments et qu'elles doivent en consommer l'équivalent de la moitié de leur poids chaque nuit pour se sentir rassasiées. Si, à la nuit tombée, les chauves-souris se lancent dans une course contre la montre pour trouver de la nourriture, elles ne peuvent oublier qu'elles vivent dans l'Amazonie sauvage, où aucune espèce n'est à l'abri de devenir le dîner d'une autre, même aux petites heures du matin. Pour les oiseaux comme les hiboux et les chouettes, les milliers de chauves-souris qui couvrent le ciel sombre de l'Amazonie sont un festin à volonté, ou plutôt une chasse. Le sol de l'Amazone n'est pas non plus un endroit sûr pour faire une pause dans la soirée, car il y a toujours des serpents, des lézards, et même des félins qui ne disent pas non à un casse-croûte de minuit. Une fois leur quota de nourriture atteint, et alors que les oiseaux et autres prédateurs rôdent, juste avant que le soleil radieux de l'Amazonie ne fasse son apparition, les chauves-souris retournent à leurs perchoirs ombragés. Cependant, tout le monde n'a pas eu la chance de trouver de la nourriture, et lorsque des millions de chauves-souris s'envolent, il est normal que l'un ou l'autre mammifère se retrouve avec l'estomac vide. C'est alors que ces observateurs nocturnes montrent ce qu'est la vie en communauté, et ceux qui ont réussi l'expédition nocturne partagent leur nourriture avec ceux qui n'ont pas eu autant de chance. Les chauves-souris vampires vont même jusqu'à donner leur sang de manière désintéressée à ceux qui sont moins bien lotis. Un comportement admirable qui vise à assurer la préservation de l'espèce. Si, la plupart du temps, ces petits mammifères donnent leur nourriture sans rien attendre en retour, il se passe quelque chose d'assez particulier à l'approche de la saison des amours. Certaines colonies de chauves-souris pratiquent le plus vieux commerce du monde. Après avoir cherché de la nourriture, les mâles reviennent avec un fruit juteux ou un insecte savoureux dans la bouche et les femelles prennent leur paiement. Ensuite, les femelles s'acquittent de leurs tâches et récompensent généreusement les mâles. Alors que les chauves-souris entrent à nouveau dans un repos réconfortant, la faune et la flore de l'Amazonie doivent continuer à vivre. Bien qu'en raison de son climat tropical, l'Amazonie connaisse peu de changements saisonniers, l'arrivée de la saison des pluies se fait sentir. Avec l'arrivée des pluies, des centaines de rivières débordent et des milliers de kilomètres de forêts tropicales sont inondées, créant de vastes zones humides grouillantes de vie animale. Les espèces aquatiques voient leur royaume s'étendre, tandis que pour les oiseaux, c'est comme un Éden sur Terre. Bien sûr, face à un tel gaspillage de ressources, il est important, littéralement, de ne pas perdre la tête. Tout comme l'Amazone donne la vie, elle peut l'enlever en quelques secondes. Au milieu des vastes zones humides créées par les pluies, ce ne sont pas seulement des milliers de petits poissons qui attendent de satisfaire l'appétit des habitants sauvages de la surface. Pour le caïman noir, l'arrivée des pluies est également une très bonne nouvelle, car son domaine s'est agrandi et il peut continuer à assiéger ses proies avec sa morsure féroce. Avec un corps entièrement recouvert d'une armure et une mâchoire aux dents acérées capables de déchirer et de déchiqueter les os comme du beurre,
le caïman noir est un tueur mortel qui erre dans les marécages de l'Amazonie. Bien qu'il mesure jusqu'à 6 mètres de long et pèse jusqu'à 450 kg, ce reptile peut littéralement disparaître dans les eaux agitées, attendant patiemment le moment idéal pour sortir avec sa morsure mortelle. Grâce à sa force abyssale, le caïman noir est capable de chasser des proies plus grosses que lui. En Amazonie, aucune espèce n'est à l'abri d'être dévorée par ce reptile majestueux et impitoyable. Le régime alimentaire du caïman noir se compose de pratiquement tout ce qui se trouve à portée de sa morsure. Des poissons tels que les poissons-chats, les piranhas et les perches aux mammifères tels que les paresseux, les tatous, les singes, les capybaras et les porcs épics, tous peuvent devenir un repas copieux pour le dictateur des eaux amazoniennes en l'espace de quelques secondes. Avec l'arrivée des pluies torrentielles dans la forêt amazonienne, le caïman noir voit son domaine s'étendre et ses terrains de chasse se multiplier. Bien entendu, en tant que prédateurs rusés, les reptiles cherchent à s'établir près des troupeaux de capybaras et de pécaris, où ils peuvent obtenir un repas décent avec relativement peu d'efforts. La stratégie des alligators est simple, mais efficace. En se cachant dans les eaux sombres et en ne laissant que leurs yeux et leur nez à la surface, il suffit d'un rien pour qu'une proie tombe dans le piège. Souvent, les gentils capybaras plongent dans l'eau avec l'intention de se rafraîchir, sans savoir que ce sera la dernière fois. Lorsque l'alligator noir repère sa proie, il se jette sur elle avec sa morsure mortelle, l'attrape et la tire dans les eaux sombres pour la noyer. Après une lutte rapide, le reptile ouvre ses énormes mâchoires et s'apprête à le dévorer. Malgré ses dents acérées, le caïman est incapable de mâcher. Il déchire donc souvent de gros morceaux de chair et les avale en entier. Si la taille de la proie dépasse son appétit vorace, le caïman noir n'hésite pas à garder le reste pour plus tard, en attendant que la viande se décompose et devienne plus facile à déchirer. Bien que très heureux de satisfaire son appétit, le caïman noir doit agir avec prudence, car ses récits de férocité et de maîtrise des eaux pourraient parvenir aux oreilles du roi de la jungle amazonienne qui ne tolérerait pas un tel acte de rébellion. Parfois, les chemins du jaguar tout-puissant et du sauvage caïman noir se croisent, donnant lieu à un véritable choc des titans dont un seul survivra. Dans une lutte acharnée, les deux combattants ont une chance. Le caïman noir, avec sa puissante mâchoire et sa longue queue, et le jaguar, avec ses griffes acérées et sa morsure redoutable. Bien que rien ne soit figé, c'est généralement le jaguar qui, lors de ses combats, prouve qu'il est le chef en Amazonie. D'une morsure mortelle au cou, il paralyse le féroce reptile avant de l'entraîner dans les profondeurs de la jungle pour le dévorer. Cependant, il ne faut pas faire confiance au jaguar, car ces combats pourraient compromettre son trône de roi de l'Amazonie. Il est donc dans l'intérêt du jaguar de ne pas s'aventurer dans les marécages infestés de caïmans adultes. Avec l'arrivée des pluies, les caïmans noirs sont sur le point d'éclore. À la fin de la saison sèche, la femelle a déposé une 60aine d'œufs dans un gigantesque nid d'1,5 mètre de large qui s'apprête à donner naissance à des dizaines de petits reptiles pour l'instant. Tout cela, bien sûr, si la nature le permet. Dans ce qui semble être une sorte de vengeance pour les multiples victimes de l'appétit vorace du caïman noir, les jeunes sont souvent ceux qui paient pour les actions de leurs parents. Les nids chargés d'œufs et les reptiles nouvellement éclos sont la cible des hérons, des faucons, des ratons laveurs, des coatis, des loutres et des serpents. Toutes ces espèces sont impatientes de goûter un délicieux veau de caïman et de se venger de leurs congénères morts aux mains de ces dictateurs sauvages des eaux amazoniennes. Bien que les caïmans noirs terrorisent les marécages sans fin créés par les pluies abondantes,
certaines espèces parviennent à prospérer dans leurs petits coins de ces zones humides. C'est le cas des loutres géantes qui, contre toute attente, ont réussi à faire face aux prédateurs terrestres et aquatiques, gagnant ainsi leur place dans le riche écosystème de l'Amazonie. La loutre géante, également connue sous le nom de choker otter, est une espèce de mammifère qui habite les lits du puissant fleuve Amazone. Pour ces loutres, la seule façon de prospérer dans un environnement aussi sauvage que la forêt amazonienne est de vivre en communauté, chaque membre se réfugiant dans la famille. Les groupes de loutres se composent généralement d'un couple reproducteur et de sa progéniture. Compte tenu de leur nom, il est facile de deviner que ces mammifères ne sont pas particulièrement petits. Une loutre géante peut atteindre 2 mètres de long et peser 45 kg, ce qui en fait l'un des grands mammifères gardiens de l'Amazonie. Pour les loutres géantes, les vastes terres inondées par les pluies torrentielles sont un paradis personnel, où elles peuvent pêcher librement et profiter des eaux rafraîchissantes. Le corps de ces mammifères est entièrement adapté à un mode de vie amphibie, avec une fourrure dense, des pattes courtes avec des plis interdigités et une puissante queue en forme de nageoire. Grâce à toutes ces adaptations, les loutres géantes se sentent comme des poissons dans l'eau, atteignant des vitesses allant jusqu'à 14 km/h. En ce qui concerne les poissons, plus de 3000 espèces différentes peuplent les eaux de l'Amazone et les loutres géantes sont prêtes à s'en régaler. Un seul homme mangeant jusqu'à 11 kg de poissons par jour, la seule façon de couvrir ce quota est de travailler en famille. À cette fin, les loutres participent de manière coopérative aux sorties de pêche. En plus de posséder un sens de la vue avancé et de se déplacer avec une grande agilité sous l'eau, ces mammifères disposent d'une grande variété de stratégies de chasse. Parmi celles-ci, citons les pointes de flèche, la formation de lignes et l'encerclement. En travaillant en équipe, aucun banc ne peut échapper à ces fins stratèges, et les loutres sortent de l'eau l'estomac bien rempli. Pour certaines familles de loutres géantes, la clé de leur survie est de choisir un bon habitat avec une abondance de proies et un accès privilégié aux berges. Pour établir un foyer, elles débroussaillent généralement une zone de végétation et creusent une tanière confortable avec plusieurs sorties où elles peuvent se protéger des dangers de l'extérieur. Pour éloigner les autres loutres de leur propriété, elles laissent souvent des marques avec leurs glandes odorantes, ainsi que des traces d'urine et d'excréments. Parfois, ces signes sont ignorés par des intrus qui veulent s'approprier ce territoire. Et la famille sort pour défendre ce qui lui appartient. Avant de s'engager dans un combat frontal, les loutres tentent d'intimider les envahisseurs par des vocalisations telles que des grognements, des sifflements et des cris. Si cela ne fonctionne pas, une autre solution consiste à démontrer sa férocité en montrant les dents et en relevant le cou et la tête pour paraître plus gros. Lorsque toutes les tentatives de pacifisme échouent, ils n'ont d'autre choix que de s'engager dans un combat au corps à corps en utilisant leurs dents acérées et en s'acharnant avec leurs puissantes pattes. En général, lorsqu'un envahisseur ose pénétrer sur le territoire de la famille, tous les membres du groupe se lancent dans la bataille. C'est simple. Si vous vous en prenez à l'un d'entre eux, vous vous en prenez à tous. C'est grâce à cet esprit de solidarité et de coopération que les loutres géantes échappent au radar de la plupart des redoutables prédateurs de l'Amazonie. Même le majestueux jaguar n'ose pas s'aventurer à chasser l'un de ces mammifères colossaux, sachant que cela reviendrait à s'attaquer à toute la famille. Mais les marais de l'Amazonie n'abritent pas seulement des loutres géantes. Sous les eaux sombres se cache le plus grand serpent du monde, l'anaconda vert. Mesurant jusqu'à 10 mètres de long et pesant jusqu'à 200 kg, l'anaconda vert est la terreur de tous les imprudents qui se rendent au bord de l'eau pour se rafraîchir et qui finissent par être étranglés par ce reptile vorace. Avec sa peau vert-olive parsemée de taches noires et brunes, l'anaconda possède un camouflage parfait qui lui permet de se cacher dans le sol marécageux de la jungle amazonienne. Ses narines situées sur le dessus de la tête lui permettent de respirer en nageant sans exposer le reste de son corps.
Bien qu'à la vue d'un anaconda colossal, la peur s'installe rien qu'en imaginant ces grands crocs tirant un venin mortel, la vérité est que ces reptiles n'ont pas de crocs et qu'ils ne sont pas venimeux. Cependant, comme le savent toutes les espèces animales de l'Amazonie, cela ne les empêche pas d'être de redoutables chasseurs. Comme le caïman noir, l'anaconda vert considère la furtivité comme son meilleur outil pour faire tomber ses proies dans ses mâchoires. Caché dans la boue, et vivant dans l'un des endroits les plus densément peuplés du monde, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une proie malchanceuse ne morde à l'hameçon. Au début de son attaque, le serpent lance son corps robuste vers sa proie et s'enroule autour d'elle jusqu'à ce qu'il l'étouffe. En une dizaine de secondes, l'anaconda a fait une nouvelle victime et passe maintenant à son activité favorite, l'engloutissement de proies colossales. Grâce à la capacité de décrocher et de claquer leurs mâchoires, ces serpents peuvent avaler des proies plus grosses que leur bouche. Comme les caïmans noirs, ils ne mâchent pas leurs proies et les avalent d'un seul trait. Avec un appétit vorace, peu d'espèces sont hors de portée de l'anaconda vert. Des grands mammifères comme les capybaras, les tapirs, les pécaris ou les cerfs, aux tortues, oiseaux et poissons, tous peuvent faire partie du régime alimentaire de ce glouton insatiable. Heureusement pour les espèces sauvages de l'Amazonie, après un gros repas, l'anaconda passe généralement des jours, voire des mois, dans une longue digestion. Pour ce serpent, digérer un gros capybara de 40 kilos n'est en aucun cas une tâche facile, il va donc se lancer dans un jeûne prolongé au cours duquel il n'aura pas envie de manger pendant longtemps. En général, l'appétit des anacondas verts est directement lié à leur taille et à leur âge. Les spécimens adolescents dévorent environ 1 ou 2 proies par semaine, tandis que les adultes ont compris que la vie ne se résume pas à l'alimentation et engloutissent environ 1 proie par mois. Après un repas très léger, ces serpents entrent dans une sorte de transe où ils deviennent léthargiques et lourds. Connaissant les effets de la digestion, ils se retirent généralement dans des endroits sûrs où la végétation les protège des prédateurs et essaient de bouger le moins possible pour économiser de l'énergie. Parfois, lorsque les serpents sont menacés par les caïmans et les jaguars, car oui, même l'anaconda géant peut devenir la proie du roi de l'Amazonie, ils choisissent de régurgiter la nourriture qu'ils ont mangée afin de pouvoir s'échapper plus facilement. Si, par contre, ils ne sont pas dérangés pendant leur longue digestion, le système digestif du serpent parvient à décomposer toute cette nourriture copieuse et, après plusieurs jours, l'anaconda régurgite les restes. Alors que les loutres géantes s'entraident pour se nourrir et se protéger des prédateurs, les anacondas ont un comportement un peu différent. Vivant en solitaire, les anacondas ne tolèrent généralement pas qu'un autre serpent envahisse leur territoire. Bien qu'ils aient tendance à éviter la confrontation, lorsque 2 mâles se disputent le droit de se reproduire avec une femelle fertile, il est inévitable de se livrer à des bals nuptiaux, au cours desquels les prétendants démontrent leur force en se mordant, en se bousculant et en s'enroulant les uns sur les autres. En dehors de la période de reproduction, lorsque 2 anacondas se croisent, le combat est souvent à l'ordre du jour. Lors de ces affrontements, les plus gros individus montrent souvent au plus petit qui est le chef, les obligeant à trouver un autre endroit dans les marais. Les femelles de l'espèce étant généralement les plus robustes, elles finissent souvent par chasser les mâles de leur territoire et, dans certains cas, dans un élan d'égoïsme, elles pratiquent même le cannibalisme pour assurer leur domination sur le territoire, éliminant ainsi la concurrence pour les proies à la racine. Des sombres marécages dominés par le vorace anaconda, nous passons au sommet des marécages animés et remplis de palmiers où vivent les aras hyacinthes colorées. Car si l'Amazonie abrite le plus grand serpent du monde, elle abrite aussi la plus grande espèce de perroquet du règne animal. Mesurant jusqu'à 1 mètre de long de la tête à la queue, l'ara hyacinthe représente toute la beauté et la biodiversité de l'Amazonie en une seule espèce. Son plumage bleu, voyant et frappant, avec des anneaux jaunes intenses autour des yeux,
lui donne un aspect enviable par la grande majorité des oiseaux de la forêt amazonienne. Cet oiseau bleu majestueux vit principalement dans les arbres manduvii, une espèce d'arbre suffisamment robuste et spacieuse pour abriter ces grands perroquets. Le manduvii forme également de grandes cavités où les jacinthes peuvent s'abriter des prédateurs et fournir ces espaces pour la ponte de leurs œufs. La relation des arashyacinthes avec leurs voisins, ainsi qu'avec les toucans colorés, est très intéressante. Les toucans, par la distribution de graines, sont directement responsables de la plantation de plus de 80% des arbres manduvii, de sorte que l'on peut dire que les charançons offrent un foyer aux arashyacinthes. Là où les choses se gâtent, c'est que les toucans assurent également jusqu'à 50% de la prédation sur les œufs de ces perroquets bleus. C'est la nature en Amazonie. Ce qu'elle donne d'un côté, elle le reprend de l'autre. Laissant de côté leur rancune envers les toucans, les arashyacinthes sortent du confort de leur arbre pour déguster les plats abondants que leur offre la forêt amazonienne. Comme tout oiseau habitant ce paradis tropical, ils ne se contenteront pas de manger à leur faim. L'abondance de l'Amazonie permet à ses habitants de se laisser aller à un peu de gourmandise de temps en temps. Avec des centaines d'arbres chargés de noix de palme, de graines et de fruits, ces oiseaux n'y réfléchissent pas à deux fois et commencent à se régaler de ces délices exotiques. Les hyacinthes ne font pas semblant lorsqu'elles cherchent de la nourriture. Goûtant une grande variété de fruits et d'espèces végétales, mais leur plat préféré est sans aucun doute les noix dures du palmier macaouba. Grâce à leur bec robuste, elles sont capables de briser la coquille de ces noix avec facilité. Bien que les oiseaux les plus âgés soient tous habiles à casser les noix de palme, les plus jeunes ont parfois un ou deux problèmes. Si une noix rechigne à être mangée, les aras font preuve d'ingéniosité en utilisant divers outils tels que des feuilles mâchées pour les empêcher de glisser, ou des morceaux de bois pour marteler l'écorce. Lorsque les arashyacinthes ne trouvent pas de nourriture près de chez eux, ils doivent se retrousser les manches et s'envoler vers d'autres régions où ils pourront déguster de délicieux fruits ou graines. Lorsque l'un de ces oiseaux ouvre ses ailes majestueuses et s'envole, il est presque impossible de ne pas s'émerveiller devant le spectacle. L'arashyacinthe peut voler à une vitesse de 55 km/h et parcourir de longues distances à la recherche d'un délicieux casse-croûte. De retour dans leur douillette maison, les chauves-souris endormies n'ont pas intérêt à être les voisines des arashyacinthes, car si c'est le cas, elles ne pourront pas fermer l'œil de la journée. Ces oiseaux colorés sont très bruyants et possèdent un répertoire infini de vocalisation. Pendant la journée, ils passent leur temps à émettre des cris d'alarme, des cris de contact et bien sûr, des cris de séduction pour courtiser une belle femelle. De ce fait, et en tant que voisin des toucans, le voisinage des arashyacinthes est loin d'être silencieux. Bien qu'il n'ait pas de prédateurs naturels, lorsque les arashyacinthes repèrent une menace, ils se cachent dans la sécurité de leur nid ou déploient leurs belles ailes et s'envolent. C'est pratiquement une loi pour les habitants sauvages de l'Amazonie. Lorsqu'ils aperçoivent quoi que ce soit qui ressemble à la fourrure brun-jaune d'un jaguar, la meilleure chose à faire n'est pas de s'attarder pour le découvrir, mais de fuir. Souvent, la prudence permet d'éviter de tomber entre les griffes du roi incontesté de la jungle amazonienne. Dans d'autres cas, c'est le marguet, beaucoup plus compact mais tout aussi féroce, qui s'en charge. Le marguet, également connu sous le nom de tigrillo, est un petit félin ne dépassant pas 60 cm et 5 kg qui vit au milieu de l'Amazonie sauvage. Le marguet est l'exemple vivant que pour survivre en Amazonie, il n'est pas nécessaire d'être un félin de 100 kg comme son lointain cousin le jaguar, mais que l'ingéniosité et l'adaptation suffisent. Le marguet passe jour et nuit à rôder dans les forêts denses de la forêt amazonienne. Comme les singes araignées, les capacités physiques de ce petit félin lui permettent de se déplacer à grande vitesse dans les branches et de sauter à plus de 3 mètres dans les airs. Ce petit mais étonnant félin utilise tous les outils que la nature lui a donnés pour obtenir sa subsistance.
À l'instar de ses parents plus élancés, le marguet utilise sa furtivité comme une arme contre ses proies potentielles. Grâce à sa fourrure camouflée et à ses mouvements prudents, le chat peut passer totalement inaperçu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les ouistiti, les opossums, les iguanes et même les singes capucins. Bien qu'il soit apparenté, le marguet utilise également ses talents pour grimper aux arbres et sauter sur de grandes distances afin d'échapper aux féroces jaguars. À moins d'avoir affaire à de petits rongeurs, quand on est un félin compact d'1 demi-mètre, on n'inspire pas beaucoup de terreur. C'est pourquoi le marguet doit garder ses 5 sens en éveil pour se protéger des prédateurs tels que les pumas, les ocelots et bien sûr, le roi de l'Amazonie. Tout comme la forêt amazonienne est un sanctuaire naturel pour le petit marguet, la biodiversité n'est pas en reste en ce qui concerne les oiseaux. Outre les grands aras hyacinthes, l'Amazonie abrite dans ses profondes forêts tropicales l'un des plus petits oiseaux de tout le règne animal, le minuscule colibri. Bien que les colibris ne constituent pas une seule espèce, mais plutôt une famille entière de plus de 360 espèces, la forêt amazonienne en abrite plus de 140e. D'une longueur moyenne de 7,5 à 13 cm et d'un poids ne dépassant pas 24 grammes, ce petit oiseau est l'une des petites œuvres d'art de mère nature. Bien que de taille réduite, la nature s'est montrée généreuse et a cherché à récompenser les colibris en leur donnant une apparence enviée par de nombreux oiseaux d'Amazonie. Le corps compact des colibris est recouvert de plumes relativement longues, aux couleurs vives telles que le bleu, le vert, le violet ou le rouge. Bien sûr, quand on a un plumage aussi coloré, il faut le garder bien entretenu, car on ne veut pas que tout le voisinage de la jungle commence à s'interroger sur son hygiène. Pour rester présentable, le colibri a l'habitude de se doucher quotidiennement dans des flaques d'eau au milieu de la végétation. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ces petits habitants des cieux amazoniens est leur vol. Le colibri vole à la manière d'un hélicoptère avec la capacité de changer facilement de direction et grâce à son faible poids, il fait souvent du surplace. Le secret du vol majestueux de ce petit oiseau réside dans ses battements d'ailes très accélérés, jusqu'à 80 fois par seconde. Grâce à cette propulsion, le colibri peut atteindre une vitesse de plus de 50 km/h. Bien entendu, pour maintenir une telle activité physique, ils ont besoin d'un cœur qui les accompagne. Le cœur des colibris bat jusqu'à 1200 fois par minute, soit environ 11 fois le rythme cardiaque d'un être humain. Pour pouvoir supporter cette vie trépidante, ces petits oiseaux ont besoin de consommer de grandes quantités de sucre. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de colibris, le terme grand est relatif. Néanmoins, chaque oiseau peut dévorer jusqu'à la moitié de son poids par jour, soit environ 5 grammes. Grâce aux créateurs dans l'exotique forêt amazonienne, il y a beaucoup de fleurs dont ces petits bonshommes peuvent sucer le nectar délicieux et nutritif. Avec son long bec qui cache une langue tout aussi longue, le colibri n'a aucun mal à aspirer jusqu'à la dernière goutte de nectar de chaque fleur. Bien que le nectar puisse être très délicieux et riche en sucre, il y a un petit inconvénient. Une fleur ne contient en moyenne que 3 mg de cet élixir. C'est pourquoi le colibri devra visiter environ 2000 fleurs par jour, en y enfonçant sa langue comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est peut-être le prix à payer pour son rythme de vie effréné. La bonne nouvelle, c'est qu'en Amazonie, l'offre de fleurs est presque inépuisable, de sorte que vous n'aurez pas beaucoup de mal à trouver votre prochaine étape. Si le nectar lui fournit toutes les calories nécessaires au maintien de son métabolisme rapide, sa valeur en termes de protéines et de minéraux est limitée. C'est pourquoi, de temps en temps, le colibri se met en mode prédateur et part à la chasse d'un petit insecte ou éventuellement d'une araignée. Bien qu'ils soient très heureux de dévorer un repas plus substantiel, lorsque la chaîne alimentaire veut leur rendre l'appareil, les colibris ne sont pas très heureux. Le colibri est un oiseau qui ne pèse pas plus de 30 grammes. Peu d'espèces seraient effrayées à la vue de ce petit mais majestueux oiseau-mouche. Pour accroître la difficulté de ses promenades en Amazonie, l'oiseau doit être à l'affût des menaces possibles.
serpents, hiboux, araignées, mantes religieuses et même d'autres oiseaux ne manqueraient pas l'occasion de goûter un encas aussi exotique que le colibri coloré. Alors que ce petit oiseau se nourrit des magnifiques fleurs de l'Amazone, dans les eaux sombres des rivières se cachent des poissons à l'appétit vorace, prêts à s'attaquer à leur prochaine victime. Lorsque les piranhas sont à l'affût, il est préférable de rester loin de l'eau. Bien que leur réputation les précède, la vérité est que ces majestueux poissons pesant jusqu'à 5 kg ne sont pas ces prédateurs féroces qui attendent dans les profondeurs et qui, lorsqu'ils sentent une goutte de sang, attaquent sans pitié. Tout d'abord, la réputation de carnivores mortels des piranhas est en partie fondée. En réalité, ils sont omnivores et se nourrissent d'une grande variété de plantes, de poissons, d'insectes, de vers, d'amphibiens et de petits mammifères. Bien que les piranhas vivent en bancs de centaines, voire de milliers, dans les eaux sombres de l'Amazone, ils n'attendent pas vraiment que leur proie plonge pour lancer leur attaque. Ces poissons ont plutôt tendance à se rassembler en grands bancs pour se protéger d'éventuelles attaques de prédateurs. Les piranhas savent que, vivant en Amazonie, une succulente assiette de poissons pesant jusqu'à 5 kg est un repas que personne n'est prêt à refuser. Si certaines espèces voient la terreur dans les dents acérées de ces poissons, les caïmans, les dauphins roses, les loutres géantes, les hérons et même les jaguars les perçoivent plutôt comme la prise juteuse du jour, de sorte que les piranhas doivent choisir d'être à l'affût de tout ce qui bouge à la surface. Bien qu'ils ne soient pas habituellement des carnivores voraces prêts à dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin, lorsque les conditions de leur habitat deviennent plus difficiles et que la nourriture brille par son absence, il est préférable de rester à l'écart des bancs de piranhas. Après de longues périodes de famine, ces poissons ont tendance à libérer leurs instincts sauvages et à devenir extrêmement agressifs. En sentant l'odeur inimitable du sang dans l'eau, de grands bancs de piranhas peuvent, en l'espace de quelques minutes, anéantir même de grosses proies comme les tapirs ou les capybaras, dont il ne restera que le souvenir et peut-être quelques os. Bien que ces scènes de dévoration de grosses proies leur aient valu une réputation peu agréable parmi les espèces amazoniennes, les piranhas jouent un rôle essentiel dans la propreté des rivières et des ruisseaux. Lorsqu'un animal, après avoir accompli son cycle biologique, s'éteint, les piranhas se chargent de faire disparaître son cadavre en quelques minutes, empêchant ainsi les bactéries issues de la décomposition de coloniser les eaux. Il en va de même pour les restes laissés par les caïmans, les anacondas et les jaguars. Les piranhas veillent à ce que rien ne soit gaspillé et à ce que les eaux restent habitables. Si les piranhas font un travail magnifique en tant que nettoyeurs professionnels des eaux de l'Amazone, ils n'ont malheureusement pas la capacité d'arrêter la pollution dont ces affluents ont souffert ces dernières années. Le rejet de microplastiques, de pesticides et de métaux lourds dans les eaux du fleuve Amazone affecte non seulement l'habitat des majestueux piranhas, mais aussi l'ensemble de cet écosystème dynamique. Les effets des rejets de déchets industriels dans les rivières sont de plus en plus évidents et provoquent le déplacement de bancs entiers de ces carnivores et d'autres espèces aquatiques. Mais la pollution de l'eau n'est pas la seule menace qui pèse sur la forêt amazonienne. Avec le changement climatique, la saison des sécheresses, autrefois presque inexistante, devient de plus en plus longue, ce qui a même réduit le débit du plus grand fleuve du monde. Ces dernières années, les eaux du fleuve Amazone ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d'un siècle, privant la forêt tropicale sans fin de son alimentation vitale et créant de nouveaux défis pour la survie des espèces animales. Avec la diminution des précipitations, la désertification de l'Amazonie est un phénomène qui prend de l'ampleur. Chaque année, la saison de la sécheresse emporte des milliers de kilomètres carrés de ce qui était autrefois d'épaisses forêts tropicales grouillantes de vie. En conséquence, les habitants sauvages doivent chercher de nouvelles destinations. La déforestation en Amazonie est également l'un des dangers causés par le changement climatique et les diverses activités humaines dans la région.
La conversion des terres pour l'agriculture et l'élevage a fait disparaître des forêts entières. Rien qu'entre 2001 et 2020, la forêt amazonienne a perdu au total 50 000 km², soit l'équivalent du territoire d'un pays comme l'Espagne. Sans les abondantes ressources en eau d'il y a quelques décennies, et avec de plus en plus de terres arides utilisées pour l'élevage du bétail, les incendies de forêt, plutôt que des catastrophes environnementales, sont devenus une routine en Amazonie. D'ici à 2024, 220 000 km² de forêt tropicale auront été rasés par des incendies de la taille de villes entières. Et bien entendu, des millions d'espèces sauvages auront perdu la vie. Avec ces brûlages massifs, l'Amazonie a progressivement perdu son statut de poumon du monde, et certains scientifiques affirment même que ce paradis tropical génère désormais plus de dioxyde de carbone qu'il n'en absorbe, ce qui modifie radicalement l'équilibre écologique de la planète. Une autre activité qui décime les habitants sauvages de l'Amazonie est l'augmentation du braconnage et du trafic illégal d'espèces exotiques. Bien qu'interdit aujourd'hui, le trafic d'espèces telles que le majestueux ara-hyacinthe a autrefois conduit ces magnifiques oiseaux au bord de l'extinction. Sur le marché noir, l'un de ces gentils oiseaux bleus se vend jusqu'à 25 000 $, une somme dérisoire qui ne devrait pas valoir la peine d'arracher un oiseau aussi majestueux à son habitat. L'abattage des forêts infinies est une activité qui affecte directement des espèces telles que les singes araignées sauvages. Avec la perte de leur habitat, ces primates doivent quitter leur maison pour aller dans des zones plus petites où les rencontres avec les prédateurs sont plus fréquentes. De plus, dans certaines régions de l'Amazonie, les singes araignées sont directement chassés pour leur viande et même enlevés pour le commerce illégal d'animaux de compagnie. Même pour le glorieux roi de la forêt amazonienne, l'histoire n'est guère différente. Ce gigantesque félin est la proie de braconniers brutaux qui, ignorant son rôle dans ce riche écosystème, décident de mettre fin à sa vie et de vendre sa peau et ses défenses sur le marché illégal. Avec l'essor de l'élevage, de nombreux éleveurs ont commencé à chasser le prédateur sauvage en représailles au meurtre de leurs vaches par le jaguar, ce qui a entraîné un déclin de l'espèce allant jusqu'à 25% au cours des 30 dernières années. On estime actuellement qu'il ne reste qu'environ 79 000 chats dans la forêt amazonienne. Bien que la situation ne soit pas très encourageante, il est encore temps d'inverser les effets du changement climatique et des activités humaines sur l'Amazonie sauvage. Grâce à une utilisation responsable des ressources naturelles de la région et à une sensibilisation accrue aux dangers auxquels sont confrontés les habitants sauvages de cette majestueuse forêt tropicale, nous pouvons redonner à l'Amazonie toute sa splendeur et continuer à être un havre de paix pour des milliers d'espèces animales. Si vous avez été émerveillé par les histoires de la vie sauvage en Amazonie, pourquoi ne pas nous donner un like et vous abonner à notre chaîne ?